Dans son livre intitulé « Le temps de l'espoir », paru dans les éditions Continentales en 1995, Laurent Gbagbo écrit en page 131, je cite, « Nous avons des grands combats à mener. Et les grands combats à mener, ce n'est pas pour se venger des gens, c'est pour être homme comme les autres. C'est ce qu'on appelle la dignité. Quand quelqu'un passe, il faut qu'on sache que c'est un homme qui passe. C'est tout ce que nous voulons, c'est ce que nous recherchons. On ne cherche pas à se venger ou à dominer ceux qui nous ont dominés hier. Non. Mais on veut qu'on sache qu'on est des hommes au même titre que les autres. Quand quelqu'un passe, il faut qu'on sache que voilà un homme qui passe. Fin de citation. Aussi longtemps que cette phrase, ou plutôt cette conception de la politique de Laurent Gbagbo a été écrite en noir, aussi vrai que bien qu'il soit peint en noir, bien qu'il soit dans des trous noirs, Laurent Gbagbo n'a pas changé d'un iota ce qu'il a toujours vu de la politique. Humilier, rabaisser, rapetisser, rabrouer, et puis déporter Laurent Gbagbo, contrairement à ce que d'autres se disaient qu'il venait avec des pulsions vengeresses, est plutôt venu comme un homme de la paix, brandissant l'arbre de la réconciliation et de la cohésion sociale. Laurent Gbagbo, du fond de sa prison, voyant la Côte d'Ivoire en ébullition, a plutôt joué à la modération. Et depuis sa sortie de la prison, il n'a fait que tendre les bras. Tendre les bras à ceux-là qu'on considérait comme des adversaires politiques, des ennemis jurés, avec lesquels il devait sortir les épées, lancer ses fans, ses partisans dans la rue pour un dernier combat. Mais Laurent Gbagbo a su plutôt maîtriser la situation. Et devant lui, Alassane Ouattara, qui est venu l'accueillir au niveau du perron du palais présidentiel. Quelle image, quel message, et surtout une belle accolade. Et cette phrase qui est lancée d'abord par Alassane Ouattara, « Laurent, comment vas-tu? Content de te voir. » Tout souriant, comme des vases communicants, voilà donc l'ancien président et le président de la Côte d'Ivoire qui, devant le continent africain, délivre un message de la réconciliation, de l'apaisement et surtout d'une politique qui parfois peut être sanguinolente. Oui, Laurent Gbagbo et Alassane Ouattara marchant main dans la main, quelle belle image.
Mais aussi, d'aucuns pourraient dire, avait-il intérêt à attendre autant de pertes humaines pour venir le faire après autant d'années? Certains va-t-en-guerre seront également très désagréables puisque il se disait que la Côte d'Ivoire sans Laurent Gbagbo était déjà apaisée et qu'il n'y avait plus besoin de réconciliation. Certains partisans d'Alassane Ouattara voyaient bel et bien encore Laurent Gbagbo retourner en Côte d'Ivoire pour une autre prison, d'autant plus que d'autres associations des victimes étaient vent debout, se disant dès sa descente d'avion qu'il fallait régler les comptes à celui qui est devenu le porte-malheur de tous les malheurs. Laurent Gbagbo, président, tous les malheurs de la Côte d'Ivoire, c'est lui qui les a payés, de sa liberté, de son humanité, mais surtout de sa prison. Prison dans laquelle il est resté loin des siens. Laurent Gbagbo, Alassane Ouattara, avant de revenir sur cette histoire qui a déchiré la Côte d'Ivoire, qui a mis le feu, il faut se dire qu'on a regardé chaque moment, on a lu dans les lèvres, on a regardé dans leurs yeux ce qu'ils pensaient les uns des autres, l'un de l'autre, parce qu'il ne faut pas exclure aussi les camps de ces deux dirigeants. Mais loin de ce qu'on peut appeler l'ambiance mortifère du cimetière des 3000 victimes de la crise post-électorale, dans la fugacité ambiante entre Laurent Gbagbo et Alassane Ouattara, on a lu un message d'espoir pour la Côte d'Ivoire, voire pour tout le continent africain. Laurent Gbagbo, Alassane Ouattara ne sont pas des saints, mais ils pourraient être félicités pour ce geste d'apaisement. Laurent Gbagbo, cependant, est celui-là qui aura payé le prix fort de cette crise. Mais était-il le seul responsable? Doit-il porter la croix? Laurent Gbagbo est venu en Côte d'Ivoire et a montré encore une fois de plus sa grandeur d'esprit. Et surtout, cette façon de pouvoir enterrer le passé. Enterrer le passé sans oublier ceux qui se sont sacrifiés. Puisque d'ailleurs, dans la conférence de presse commune qu'ils ont adressée à la communauté internationale et devant les journalistes, Laurent Gbagbo n'a cessé de répéter la même chose, qu'il était chef de file, donc il assume ses responsabilités. Par voie de conséquence, il a demandé au président Alassane Ouattara de pouvoir libérer ceux qui sont déjà en prison. La responsabilité de Laurent Gbagbo est donc celle d'un Messie, celle d'un Jésus crucifié pour venir sauver l'humanité. Ce serait peut-être blasphémé pour cet homme qui, spirituellement ou alors religieusement, est, soit dit en passant, quelqu'un qui est ancré dans la croyance. Mais surtout, ce qu'il a subi montre qu'il a traversé un véritable chemin de croix pour son peuple. Laurent Gbagbo n'a pas tout fait de bien,
mais il a été jugé et condamné tel le Christ avant d'être blanchi complètement. Oui, celui-là qu'on accusait de crimes contre l'humanité, celui-là qu'on accusait de crimes de guerre, a été blanchi par la CPI le 31 mars 2021. Oui, celui qu'on présentait comme le diable bicorne, quadricorne, avec la queue derrière, finalement, a été innocenté. Et au lieu de crier vengeance, Laurent Gbagbo, plutôt, a encore plié les chines pour attendre que le feu vert soit donné par les autorités d'Abidjan. Laurent Gbagbo a patienté. Oui, arrêté le 11 avril 2011. Puis, 4 mois et demi après avoir été enfermé, déporté à la CPI, il a encore fallu attendre le hockey d'Alassane Ouattara pour qu'il puisse rejoindre son pays natal. Oui, son pays à lui. Laurent Gbagbo a donc dû négocier. Et Alassane Ouattara aussi a dû se plier aux décisions de la justice internationale. De telle sorte que le 7 avril, il a donné son OK disant que Laurent Gbagbo devrait donc rentrer dans son pays et que l'État ivoirien allait prendre en charge non seulement son billet d'avion, celui de sa famille, mais aussi devait lui reverser des indemnités. On peut donc aussi féliciter Alassane Ouattara pour ses gestes d'apaisement, car ceux qui sont parfois au pouvoir oublient ce que leurs prédécesseurs ont fait pour eux. Et pendant la conférence de presse, ou le point de presse qu'ils ont donné à deux, Alassane Ouattara a tenu à rappeler que lorsqu'il était en exil, il avait perdu sa maman et que Laurent Gbagbo avait facilité son retour. Laurent Gbagbo, en prison, a aussi perdu sa maman en 2015. Une maman qui lui était chère, mais il n'a pas été autorisé à revenir à maman pour dire adieu à sa maman en 2015. Que de blessures, que de meurtrissures. Il aurait pu être aigri. Mais ce Laurent Gbagbo là, tout souriant, a plutôt encore eu à tempérer, à modérer, à calmer les fureurs vengeresses et à bâtir la cohésion sociale. À peine arrivé en Côte d'Ivoire, non seulement il s'est réconcilié avec sa religion d'origine, mais surtout, il est parti rendre visite à Daoukro, à celui-là même qui se réjouissait lorsqu'il avait été arrêté le 11 avril 2011, à savoir Henri Konan Bédié, qui se disait soulagé que Laurent Gbagbo ait été arrêté. Mais Laurent Gbagbo est parti le saluer avec humilité. Oui, parce qu'il est de cette génération et surtout de cette éducation qui sait pardonner. Laurent Gbagbo est donc aussi celui-là qui, avec ses adversaires, ceux qui lui ont fait du mal, fait le premier pas. Laurent Gbagbo
avant d'arriver, a gardé toute sa cote de popularité. Bien plus, elle a même eu à monter. Puisque déjà, à peine lorsque la CPI avait définitivement classé le dossier, le blanchissant, Laurent Gbagbo n'avait pas pris parole, mais plutôt c'est son camp. C'est la même qui ont continué à le suivre, comme Aswadou, le ministre, et qui ont constitué et annoncé le 31 mai, justement qu'il devait retourner au pays natal. Mais les caciques du régime, les va-t-en-guerre, ceux qui n'ont jamais voulu véritablement la réconciliation, ils ont dit qu'ils ont été pris à contre-pied et que c'était presque une autre déclaration de guerre. Et ils ont refusé que Laurent Gbagbo puisse bénéficier d'un accueil triomphal. Et ils ont menacé, ils ont arraché des affiches qui étaient dédiées à cette cérémonie. Laurent Gbagbo n'a pas dit mot. Et pourtant, il aurait pu à cet instant-là aussi jeter de l'huile au feu. Et même quand il est arrivé, après que finalement le président Alassane Ouattara ait dit qu'il a pris acte, eh bien, qu'est-ce qu'il a fait, Laurent Gbagbo? Il a vu comment les siens ont été maltraités. Oui, à Yopougon. Comment est-ce que la police, la gendarmerie les a matraqués, a bloqué certains qui voulaient venir pour l'accueillir à l'aéroport, à l'Axe Abidjan, Bassam. On a vu comment est-ce que les forces de sécurité ont agi. On a vu comment est-ce que ceux qui venaient accueillir Laurent Gbagbo ont été aspergés, ont été inondés de bombes lacrymogènes. D'autres sans armes ont été arrêtés, transférés à la préfecture de police, enfermés. Et puis, sans même bénéficier d'un avocat, et ils ont été jugés. Mais Laurent Gbagbo, tout cela, il a calmé le jeu pour que la Côte d'Ivoire, qui ressemble à une marmite au feu, toujours prête à exploser parce qu'il suffit tout simplement qu'on augmente la température pour que tout reparte comme la crise de 2011. Laurent Gbagbo est donc un homme de paix, contrairement à quelques aigrefins qui voulaient lui assigner la mission de Belzébuth venue en Côte d'Ivoire pour détruire. Laurent Gbagbo est celui-là qui a toujours traité ses adversaires avec humanité. Laurent Gbagbo n'a pas trahi son peuple, comme certains peuvent le dire, parce que Laurent Gbagbo a toujours été un homme de dialogue. Laurent Gbagbo n'est pas parti se mettre à genoux devant Alassane Ouattara, qu'il a d'ailleurs appelé avec beaucoup de respect, Monsieur le Président, et à qui il a supplié de libérer ses partisans. Laurent Gbagbo, bien au contraire, même quand il était président, a toujours tendu la main à ceux qui ont plutôt déstabilisé la Côte d'Ivoire. Laurent Gbagbo n'est pas un homme qui, lorsqu'il va saluer, embrasser son ennemi, veut dire qu'il a pris de l'argent comme certains opposants. Laurent Gbagbo est droit dans ses bottes, mais connaît ce que c'est que la démocratie, où il faut le dialogue pour avancer.
surtout lorsqu'il s'agit de l'intérêt supérieur de la nation. Laurent Gbagbo n'a donc pas faibli. Si déjà on regarde son passé, on ne pourrait pas dire que parce qu'il est venu s'asseoir avec Alassane Ouattara, il a changé. Non. On peut se rappeler que Laurent Gbagbo, lorsqu'il est rentré de son asile pour la première fois, de son exil, pour la première fois, c'était le 13 septembre 1988, au temps du tout-puissant Houphouët-Boigny. Eh bien, Houphouët-Boigny, pour l'amadouer, avait dit « L'oiseau ne se fâche pas contre l'arbre ». Mais est-ce que cela a fait que Laurent Gbagbo, qui voyait en Houphouët-Boigny un grand président, ne puisse pas continuer son travail d'opposant? Non, bien au contraire. C'est lui a même encore donné de l'élan et un autre élan, puisque il a été un vrai concurrent au président Houphouët-Boigny, entrant ainsi dans l'histoire en se présentant comme candidat à l'élection présidentielle de 1990, où d'ailleurs, il va s'en sortir avec 18%, plus de 18%, ce qui était déjà exceptionnel dans un pays comme la Côte d'Ivoire, qui était sous le régime monopartiste, déiste, avec un Houphouët-Boigny qui était le père incomparable, indomptable de la nation. Et par la suite, Laurent Gbagbo, dans sa logique, avait réussi à entrer dans l'Assemblée avec 8 autres députés. Le FPI, qui était né dans la clandestinité en 1982, dans une bananeraie, devenait ainsi un vrai parti. Et Alassane Ouattara, qui est déjà aujourd'hui là, avait des pouvoirs, puisqu'il était le Premier ministre, justement, de Houphouët-Boigny. Il avait donc des possibilités de l'écraser. A-t-il réussi? Puisque justement, suite aux manifestations du 18 février, que tout le monde peut connaître, en 92, eh bien, Alassane Ouattara, qui avait créé la loi anti-casseurs, va tout faire pour qu'on arrête Laurent Gbagbo. Ce qui sera fait, il sera jugé et condamné à 2 ans de prison. Mais par la suite, il sera libéré au mois d'août. Pour dire que leur combat ne date pas d'aujourd'hui. Mais cependant, Laurent Gbagbo, qui va quand même, par des circonstances et par la témérité qui va d'ailleurs lui valoir le nom du Woody, parce que le fait d'affronter Houphouët-Boigny n'était pas aisé. Laurent Gbagbo a été cuisiné. Laurent Gbagbo a été intimidé. Mais Laurent Gbagbo, avec malignité, ténacité, témérité, a été surnommé le boulanger. Le boulanger, certains ont cru que c'était une façon de l'insulter. Mais c'était aussi cette façon de faire que la pâte ivoirienne puisse être comme du bon pain, qu'on pourrait bien revendre. Le boulanger donc, Laurent Gbagbo, grand combattant, surnommé Cicéron, a encore su démontrer que dans le combat, il ne faut pas tout simplement être ennemi acharné de l'adversaire. Il ne faut pas tout simplement être égoïste pour ses intérêts. Il ne faut pas sacrifier le peuple. Mais il faut se sacrifier pour le bien-être des populations et pour le bien-être de la cohésion sociale et de la réconciliation. Tel est le geste de Laurent Gbagbo
tel est le message qui peut sortir de cet échange entre Laurent Gbagbo et Alassane Ouattara. Oui, c'est Alassane Ouattara qui a tenu la main de Laurent Gbagbo cette fois-ci. Mais il faut se dire que Laurent Gbagbo a tenu aussi sa main. Puisque sans Laurent Gbagbo, Alassane Ouattara n'aurait jamais pu être président. Puisque lorsqu'on regarde l'histoire de la Côte d'Ivoire après la mort d'Houphouët-Boigny, c'est bel et bien le président de l'Assemblée nationale, Henri Konan Bédié, qui arrive au pouvoir le 7 décembre 1900. Le 7 décembre. Et lorsqu'il arrive au pouvoir, qu'est-ce qu'il va faire? C'est-à-dire que le 7 décembre 1993, eh bien, on va se rendre compte que l'un de ses premiers ennemis, adversaires à abattre, ce sera Alassane Ouattara. Et il va créer le concept de l'ivoirité en 1995 pour empêcher justement Alassane Ouattara d'être candidat à l'élection présidentielle. Cet Alassane Ouattara aurait donc pu être définitivement écarté après que le même Henri Konan Bédié ait subi justement le Père Noël en treillis, c'est-à-dire que le coup d'État qui a été orchestré par Robert Gueye et où il a été obligé de s'enfuir en passant par le Togo, en allant d'abord se réfugier en se faisant exfiltrer par l'armée française, prenant même leur hélicoptère pour le Togo puis la France. Mais il est revenu. S'il est revenu en Côte d'Ivoire, c'est grâce à Laurent Gbagbo, parce qu'en même temps, Laurent Gbagbo va gagner quand même l'élection de 2000. Alors, Laurent Gbagbo a gagné cette élection. Et Laurent Gbagbo a aussi facilité le retour d'Alassane Ouattara qui s'est présenté. Mais entre-temps, qu'est-ce qu'on a rendu à Laurent Gbagbo? Que misère, coup bas, coup d'État. Tout son mandat a été parsemé d'obstacles internes, externes. Tout cela avec la motivation de la France, qui ne voulait pas de cet homme nationaliste, panafricaniste, et qui avait une autre vision de l'Afrique, de la Côte d'Ivoire. Laurent Gbagbo a été combattu, puisque d'ailleurs, sous son règne, on verra bel et bien ce coup d'État qui sera mené par les ennemis endogènes et exogènes de la Côte d'Ivoire, qui justement en 2002 vont fomenter ce coup d'État pendant que lui se trouve en Italie, le 19 et 20 novembre. Laurent Gbagbo aurait pu massacrer tous ses opposants, d'autant plus que Alassane Ouattara y était impliqué avec Guillaume Soro, qui d'ailleurs conduisait les rebelles. C'est à cette date-là que la Côte d'Ivoire a été divisée en deux. Avec un nord où il y avait des massacres. Avec, bien sûr, de l'autre côté, la France qui ne faisait que jouer sur l'instabilité. Même quand Laurent Gbagbo avait été élu, qui avait jeté des gens dehors, c'est le RDR de Alassane Ouattara. Ça fait beaucoup de morts. Mais personne d'entre eux n'est allé en prison. Les rebelles ont tué plein de gens. Personne n'a été traduit à la CPI. Laurent Gbagbo, tel Jésus-Christ, a porté tous ses péchés.
Et même en 2004, l'armée française, après avoir monté un coup foireux, a réussi à détruire son aviation et a tiré sur des populations au menu ivoiriennes, où il y a eu au moins une soixantaine de morts, le tout orchestré par Jacques Chirac. Qui a payé? C'est Laurent Gbagbo, tel Jésus-Christ, sur la croix. Les péchés de la France, les péchés d'Alassane Ouattara, les péchés d'Henri Konan Bédié, les péchés de Guillaume Soro, tous ont été versés sur la tête de Guillaume Soro, qui pourtant, de Laurent Gbagbo, qui pourtant est la personnalité qui a le plus négocié avec ses adversaires politiques, qui oublie les accords de Marcoussis, qui oublie Accra, qui oublie Ouagadougou, parce que Laurent Gbagbo voulait la paix dans son pays et non la guerre. Et la guerre qu'on impute, qu'on a imputée à Laurent Gbagbo en 2010 ou en 2011, suite à cette élection où, bien sûr, il n'a demandé qu'une seule chose, le recomptage. Après que l'organe suprême, légal, constitutionnel, ait reconnu sa victoire. Mais on est venu le déloger comme un rat. On est venu le prendre parce que Alassane Ouattara, grand ami de Sarkozy, de Boyig, de Bolloré et tout, avait l'appui des Occidentaux. Puis, on a sacrifié celui-là qui gênait le monde entier. Laurent Gbagbo. Laurent Gbagbo est donc revenu en Côte d'Ivoire. Pas pour réécrire l'histoire, mais pour un devoir de mémoire. On ne devrait pas oublier ce qui s'est passé. Pour la réconciliation, il faudrait de la vérité. Pour la cohésion sociale, il faudrait aussi voir qui du bourreau ou de la victime devrait payer. Mais ce n'est pas cela que lui, Laurent Gbagbo, a demandé. Il demande juste une Côte d'Ivoire réconciliée. Une Côte d'Ivoire où on peut pardonner. Combien d'hommes humiliés, rapétissés, rabroués, bien qu'ayant occupé de hautes fonctions, peuvent accepter cela. Il a eu mal à sa chair. Mais ce n'était pas ça le plus important. Ce qui compte, c'est la mission sacerdotale dont il s'est assigné. Né d'une famille modeste, Laurent Gbagbo, tel Jésus-Christ, qui est aussi né sur les tables, a accompli des missions qui devraient faire réfléchir certains dirigeants africains. Mais dans tout cela, est-ce qu'il faudrait tout simplement aussi dire qu'il a réussi cette mission seul s'il n'avait pas bénéficié aussi de la collaboration d'Alassane Ouattara? On peut critiquer Alassane Ouattara. On peut demander qu'il soit traduit en justice. Mais l'honnêteté intellectuelle voudrait qu'on puisse aussi saluer ces gestes qu'il a fait en faveur de Laurent Gbagbo.
Oui, assis là où il était, lorsqu'on est président en Afrique, omniprésent, omnipotent, omniscient, on est Dieu. Et on peut tout faire, écraser ses adversaires. Mais tout au moins, lui, il a accepté son retour. Il a même pris à contre-pied ses proches collaborateurs, tels que Adama Bitogo, qui était totalement contre l'arrivée de Laurent Gbagbo, qui ne voulait pas que ce soit un accueil triomphal. Et lui, il avait d'ailleurs réservé le pavillon présidentiel au niveau de l'aéroport à Laurent Gbagbo. Oui, il faut saluer cela. Certes, c'est un droit d'un ancien chef d'État, mais combien de chefs d'État africains respectent ne serait-ce que les leurs prédécesseurs? Et en même temps, il faut se dire que certains journaux anti-Gbagbo et pro-Ouattara qui étaient là en train de tirer encore à boulet rouge sur un Laurent Gbagbo qui venait d'être blanchi à la CPI, ces journaux ont été suspendus. Bien qu'étant du camp d'Alassane Ouattara. C'est un exemple. Et bien plus, Alassane Ouattara a annoncé que Laurent Gbagbo, conformément à sa propre loi, parce que c'est Laurent Gbagbo quand même qui fait passer cette loi des droits qui reviennent aux anciens chefs d'État en 2005. De la même façon que Henri Konan Bédié en bénéficie, Alassane Ouattara a annoncé que Laurent Gbagbo devrait en bénéficier. Ce qui signifie que Laurent Gbagbo a donc une indemnité de 17,5 millions par an et de façon rétroactive puisqu'il n'a pas eu pendant son exil et sa prison au niveau de la Haye, il n'avait pas eu le moindre radis. On va donc lui faire un rappel qui sera de l'ordre de 2 milliards de francs CFA. Il bénéficiera également de ce qu'on peut appeler un directeur du cabinet, un chef de protocole, 2 secrétaires, un maître d'hôtel, jardinier, sans pour autant oublier qu'il aura 3 véhicules de service, un escadron de sécurité. Tout cela avait été négocié en amont par les équipes de Laurent Gbagbo et de Alassane Ouattara. Puisque justement en novembre 2020, sous la houlette de feu Premier ministre Ahmed Bakayoko, les réunions avaient commencé à se tenir pour que l'arrivée de Laurent Gbagbo soit quelque chose d'assez coordonné. On ne peut donc pas dire qu'on s'est levé comme ça et que tout ça là s'est passé à la va-vite. C'est donc, suite d'ailleurs à la mort de Ahmed Bakayoko, que les négociations vont reprendre avec le ministre de la Réconciliation et le camp Gbagbo. Les résultats sont là, épatants. On peut être du camp de Gbagbo ou du camp de Ouattara, mais tout au moins, même si on avait une mauvaise dent, on devrait être content. Parce que la politique, comme le disait toujours Mao Zedong, c'est ce qu'on appelle sans effusion de sang. Oui. La politique, c'est une guerre sans effusion de sang. Et la guerre, c'est une politique sanglante.
message s'adresse donc d'abord à l'un des plus anciens, sinon le plus vieux président africain, Paul Biya. Puisque son prédécesseur, Amadou Ahidjo, celui qui lui a donné le pouvoir, il est mort à l'étranger. Jusqu'à présent, son corps n'est pas rentré. Regardez donc les autres, même les nationalistes qui sont morts, ils sont enterrés à l'étranger. Les opposants, les intellectuels camerounais sont à l'étranger. Et ce sont les Camerounais qui mettent la bouche dans les affaires des Ivoiriens en critiquant Laurent Gbagbo ou encore en donnant des leçons à Alassane Ouattara. Oui, comment peut-on critiquer Laurent Gbagbo et supporter Paul Biya qui a laissé la première dame moisir à Dakar, y mourir, y être enterré? Comment peut-on soutenir Paul Biya alors que de l'autre côté on critique Laurent Gbagbo qui, lui, non seulement a accordé l'amnistie à Simone Gbagbo, mais de surcroît a laissé 800 des partisans de Gbagbo sortir de la prison. Laurent Gbagbo a été condamné à 20 ans de prison pour les casses dites de la banque de la BCAO. Il a été condamné à 329 milliards. Mais le gouvernement ivoirien a dit, nous n'allons pas appliquer cela. Voilà ce qu'on appelle la réconciliation, l'apaisement. C'est une leçon. C'est une démonstration. On peut insulter Laurent Gbagbo. On peut insulter Alassane Ouattara. Mais là, voilà deux grands politiciens. Oui, on peut dire qu'il y a eu 3000 morts en Côte d'Ivoire. Qui va payer? Mais fallait-il que la guerre continue pour qu'on ait 15 000, 20 000 morts comme au Cameroun? Pendant que la Côte d'Ivoire organise des dialogues, déjà étant même en exil, Laurent Gbagbo avait envoyé 13 délégations dans tous les coins et recoins de la Côte d'Ivoire. Et aussi, Alassane Ouattara, lui aussi a envoyé des missions de paix et d'apaisement, même s'il faudrait des élections demain ou après-demain. Puisque la réconciliation ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'opposition. Comme je l'ai dit, avec Houphouët-Boigny, eh bien, Gbagbo qui était revenu de l'exil s'est présenté. Tendre la main à un opposant ne veut pas dire l'asphyxier, l'acheter, comme Biya le fait. Chaque fois qu'il a vu un opposant, il a plutôt préféré lui donner de l'argent pour que celui-là soit dans son camp et tire contre tous les autres opposants. Et nous en sommes là où le Cameroun n'est qu'un pays de camp contre camp, de guerre, de frère contre frère. La guerre en Côte d'Ivoire, c'est 3000 morts. La guerre anglophone, c'est 15 000 morts. De qui doit-on se moquer? De Laurent Gbagbo? D'Alassane Ouattara? Ou de Paul Biya? C'est Paul Biya qui est dans l'incarnation du mal. S'il n'a pas pu pardonner à son prédécesseur, qui l'a accusé de tentative de coup d'État, Laurent Gbagbo, lui, a subi des coups d'État. Laurent Gbagbo, lui, a été humilié.
Alassane Ouattara a été humilié. Oui, puisqu'on a même renié sa nationalité, sa citoyenneté. Mais cela, ils parviennent à se pardonner. Comment se peut-il donc que jusqu'à présent, Paul Biya ne puisse pas laisser sortir des opposants, discuter avec eux au moment où le Cameroun est en crise, au moment où le Cameroun est devenu le plus grand foyer de conflit, ce pays qui naguère fut un havre de la paix. Laurent Gbagbo, avec Alassane Ouattara, main dans la main, ça devrait faire honte à Paul Biya et tous ses acolytes. Ça devrait être une leçon pour des donneurs de leçons à la télévision qui disent qu'on ne débat pas avec l'opposition, mais on combat l'opposition jusqu'à extermination. On combat Maurice Kamto, on combat les journalistes, on combat tous les dissidents. Parce que c'est ça, pour eux, qui veut dire l'unité nationale. Le Cameroun est un et indivisible. Et tout le monde doit être dans le parti unique. Tout le monde doit dire Paul Biya. La Côte d'Ivoire a réussi à se hisser au sommet de l'histoire. La Côte d'Ivoire, sans cautériser, sans dire qu'elle est complètement guérie de toutes ses blessures, de toutes ses morsures. Mais la Côte d'Ivoire peut se réjouir de voir aujourd'hui ce climat apaisé pour avancer. Aucun pays ne peut avancer avec des guerres internes. Aucun pays ne peut avancer avec des guerres fratricides. Aucun pays ne peut avancer avec un dialogue piloté depuis la France. Laurent Gbagbo, Alassane Ouattara ou encore Konan Bédié sont en train de comprendre que les problèmes de l'Afrique peuvent se résoudre en Afrique. Et qu'on peut avoir des divergences comme eux-mêmes l'admettent, mais qu'il faudrait entrer dans l'histoire. Et cette histoire, pour être un grand temps, c'est de laisser toujours une image de paix, un message de paix, un message pour son pays et par-dessus tout, un message pour le continent africain. Comme d'ailleurs le disait Laurent Gbagbo le 11 février 2004, j'aimerais qu'après ma mort, il soit inscrit sur ma tombe. Cet homme a travaillé pour son pays et pour l'Afrique. Face tu es mort, pile je te tue. On m'appelle J. Rémy Ngoma.